Niger, un pays infiniment riche dépendant de l'aide humanitaire. Cherchons l'erreur. Les Nations Unies ont annoncé hier, mercredi 15 novembre, la reprise de ces vols humanitaires au Niger. Ils avaient été suspendus après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum en juillet. Le service aérien d'aide humanitaire des Nations Unies sert notamment à acheminer des produits médicaux ou à transporter des personnes malades et des personnels humanitaires. Le directeur du Programme alimentaire mondial au Niger, PAM, qui gère le service aérien, Jean-Noël Gentil, rappelle l'importance de toutes ces aides. Il a indiqué que 173 organisations humanitaires utilisent, depuis un peu plus de 49 ans, le service aérien de l'ONU au Niger. Les avions de l'ONU transportent plus de 1360 personnes par mois et également 2,4 tonnes de fret par mois, essentiellement des médicaments, matériel médical ou de communication. Ce qui n'intègre pas les livraisons des aides alimentaires, blé, riz, lait, etc. L'ONU ou l'art de faire semblant. L'ONU n'a pas vu ou n'a-t-elle pas voulu voir qu'après plus de 49 ans d'aide, le problème n'est pas résolu, pire encore, les problèmes s'aggravent et l'ONU n'a pas constaté que très probablement la solution devrait se situer ailleurs. Et la solution à ce problème est bien ailleurs, c'est-à-dire dans le changement des politiques nationales, des personnels politiques et le renvoi des dirigeants corrompus à la solde des parrains de l'ONU. Étrangement, cette même organisation, en l'occurrence l'ONU, n'a pas cessé d'appeler en même temps au retour au désordre établi et à rétablir le président Bazoum dans ses fonctions. Décidément, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Au Danemark, je ne sais pas, mais aux Nations Unies, c'est certain, qu'il y a bien quelque chose de vraiment pourri et qui sent à des milliers de kilomètres à la ronde. Frantz Fanon a écrit en 1960 au sujet de l'ONU, je cite, « L'ONU n'a jamais été capable de régler valablement un seul des problèmes posés à la conscience de l'homme. À chaque fois que l'ONU est intervenue, c'était pour venir concrètement au secours du pays oppresseur et, à Frantz Fanon d'ajouter, en réalité, l'ONU est la carte juridique qu'utilisent les intérêts impérialistes quand la carte de la force brute a échoué. C'est la preuve par 3 du rôle nuisible joué par l'ONU au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Tenter d'affamer les populations afin de les retourner contre les nouveaux dirigeants qui ont tourné le dos aux intérêts des impérialistes. Fanon a compris le rôle néfaste de l'ONU, il y a de cela presque 70 ans. Aujourd'hui, il y a encore des chefs d'État et des pseudo-intellectuels africains, latinos et asiatiques qui pensent que l'ONU ou la Cour pénale internationale sont là pour aider et rendre justice. De deux choses l'une, soit ces chefs d'État et ces intellectuels sont complices, soit ils sont totalement idiots. Résumons, en juillet 2023, en face d'une crise sociale, économique et sécuritaire, des militaires ont pris le pouvoir à Niamey. Ils ont constaté, comme la plupart des Nigériens et pas seulement, que la situation telle qu'elle était ne pouvait plus durer. L'existence du Niger, comme État, nation et territoire était franchement engagée. La communauté, dite internationale, qui se résume dans les faits aux États-Unis, à certains États vassaux de l'Union européenne et à quelques États, pas les peuples, de la CEDEAO ont alors décidé des sanctions économiques et suspendu leurs aides en tout genre. Le but de ces sanctions et suspensions d'aide visait à affamer le peuple nigérien et tenter de lui faire croire que tout ce qui s'y passe est de la faute de ces militaires qui ont pris le pouvoir. Et, par conséquent, pousser ce même peuple qui souffre depuis des années, à se soulever contre les nouvelles autorités du pays et à rétablir le même désordre constitutionnel, lequel a mis sous perfusion le peuple nigérien depuis des décennies. Ces militaires, putschistes, héros, nationalistes ou aventuriers, chacun a le droit de les appeler comme il le souhaite, ont essayé dans l'urgence absolue, d'être sur tous les fronts social, économique et sécuritaire. Résultat, en octobre dernier la Banque mondiale, qu'on ne peut soupçonner d'une quelconque sympathie pour ces militaires au pouvoir à Niamey, à moins d'avoir l'esprit tordu, a estimé la croissance nigérienne à 6%. Avant de rectifier et de revoir ce chiffre à la baisse, à 2,3%. De façon honnête, la Banque mondiale a reconnu que cette dépréciation est due aux sanctions. C'est-à-dire, et pour être plus précis, sans ces sanctions le PIB du Niger, en cette année 2023, serait augmenté de 6%. Un chiffre qui, avec les temps qui courent, donne le tournis. Les indicateurs de croissance de la plupart des économies des pays du monde se rapprochent plus de 0% que de 5 ou 6%. Une question, pourquoi ?
Au vu des résultats plus qu'encourageants, l'ONU n'a pas appelé à la fin des sanctions afin de remettre l'indicateur de la croissance à 6%. Si on veut réellement donner un coup de main, c'est la seule et unique manière d'aider le peuple nigérien. Lui permettre de profiter pleinement et de façon inconditionnelle de ses richesses. Non. L'ONU et la communauté internationale, dans leur grande mansuétude, veulent donner l'aumône. C'est exactement comme si un voleur vous subtilise 10 000 francs et vous restitue 150 francs, à titre de la charité, pour vous acheter une baguette de pain pour pouvoir survivre jusqu'au lendemain. Revenons aux chiffres. Selon les données onusiennes, sur les 25 millions de Nigériens, presque 5 millions d'entre eux, soit 20% de la population dépend de l'aide humanitaire dans le pays, dont plus de 3 millions sont en insécurité alimentaire aiguë. En clair, ils sont en danger de mort. Et, ce qu'on appelle la communauté internationale et l'ONU n'y trouvent rien à redire. Tout va bien dans le meilleur des mondes, on efface tout et on recommence à zéro. La communauté internationale voulait un retour immédiat au désordre constitutionnel et le rétablissement illico presto de M. Bazoum dans ses fonctions de président. Si M. Bazoum a pu sortir l'économie nigérienne de la zone de turbulence et débarrasser le pays de tous ces mercenaires et groupes armés qui sèment la mort et la désolation sur tout le territoire, alors pourquoi ne pas rétablir dans ses fonctions M. Bazoum? Mais, hélas, ce n'est vraiment pas le cas. Si on ne s'y arrête pas, ne fût-ce que quelques secondes, pour savoir où se situent les intérêts des uns et des autres, on entrait de plain pied dans un monde irrationnel, dans un univers indéchiffrable. Car on comprendrait que pour la communauté internationale et pour certains pays de la CEDEAO, jamais il ne faut se défaire d'une équipe qui perd. Si M. Bazoum, comme d'ailleurs beaucoup de dirigeants africains, étaient des entraîneurs des équipes de football qui perdent tous les matchs, il serait, en suivant la logique de la communauté internationale, reconduit pour continuer à perdre. Par voie de conséquence, être à la tête d'un État potentiellement riche et ne pas sortir son peuple de la pauvreté, ça passe aux yeux de cette même communauté, dite internationale qui, en réalité se fout royalement du sort et de l'avenir des peuples et de tous les peuples, y compris des leurs. L'intérêt d'abord, le reste, elle verra. Car, si nécessaire, elle enverra quelques sacs de riz ou de blé et des mouchoirs pour essuyer les larmes des enfants qui pleurent parce qu'ils n'ont rien à manger. Mais, de qui se moque-t-on? À quoi joue-t-on? Cela fait des années, voire des décennies, que le peuple nigérien et sa jeunesse, comme malheureusement, la jeunesse malienne, marocaine, sénégalaise, ivoirienne, algérienne, camerounaise, tunisienne, togolaise, bref de tous les pays africains, se noie dans les eaux profondes de la Méditerranée et de l'océan Atlantique à la recherche d'un avenir meilleur, sous d'autres cieux. Sous les cieux de ceux-là même qui exigent un retour vers le passé. Non, non et non. L'aide humanitaire n'est pas et ne sera jamais la solution. Aucun pays ne peut vivre éternellement de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire n'est qu'un secours. Elle aide à survivre un certain temps, à passer un cap et donner un peu de temps aux dirigeants politiques pour trouver des solutions viables, pérennes et de redresser l'économie. Sans cela, l'aide internationale sur le long terme est un signe avant-coureur de la disparition des nations et des peuples. En clair, l'ONU exige un retour à la case départ afin que le peuple nigérien, pas seulement, soit toujours et à tout jamais sous perfusion et continue à vivoter grâce à la bienveillance et à l'aumône. En creux, c'est cela que souhaite perpétuer cette communauté, à travers elle, cette organisation à la fois, impuissante et totalement inefficace. Que fait, aujourd'hui même, l'ONU face au massacre à Gaza, au Yémen, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Libye? Rien. L'ONU se contente de condamner, de fustiger, de désapprouver et de brailler, après avoir avalisé et cautionné des interventions militaires. Alors que faut-il faire? Laisser les Nigériens gérer leurs affaires, ils ne demanderont plus jamais aucune aide et quand bien même, ils en demanderaient, la communauté internationale et l'ONU seraient en droit de la leur refuser. Et il est temps d'arrêter de mettre des bâtons dans les roues à M. Tiani et à ses collègues du gouvernement et de l'armée.
D'ailleurs, si M. Tiani et ses compagnons réussissent à redonner espoir au peuple du Niger et à développer leur pays, ce serait à l'avantage de tout le monde. Primo, si le Niger prospère, cela rehaussera mécaniquement le niveau de vie de tous les pays voisins. Secondo, la jeunesse africaine n'aurait aucun désir de s'exiler pour s'offrir en esclaves dans les hôpitaux, chantiers et usines d'Europe ou d'ailleurs. Pire encore, de mourir sur les routes migratoires. En outre, les forces vives africaines resteraient sur place pour participer à l'effort national. Tertio, un Niger, un Mali ou un tout autre pays africain développé débarrasserait les pays occidentaux des flux migratoires et les partis politiques européens ou nord-américains pourront changer de paradigme et proposer à leurs militants des programmes économiques et politiques plus sérieux, nécessitant un peu plus d'efforts intellectuels et d'imagination, au lieu d'opter pour la facilité d'un populisme attardé et de montrer du doigt le noir ou le bronzé qui viendrait voler le boulot des nationaux et qui serait responsable des crises que traverse l'Occident. C'en est fini des pseudo-nationalistes et souverainistes dont le programme politique se résume à l'injure et à la haine envers l'étranger, surtout quand il est africain. Le terme nationalisme équivaut au rejet de l'autre. Mais pourquoi cet autre, cet africain, est là? Qui l'a ramené? Qui a déclaré des guerres chez lui? Qui l'a affamé? Qui pille ses ressources? Non, les partis nationalistes, totalement sous contrôle, ont une peur bleue de s'attaquer directement à la cause, en l'occurrence aux impérialistes, à leur tête les États-Unis. Non. Ils s'attaquent aux symptômes, pas aux causes, car ils risquent gros avec la CIA qui connaît parfaitement leurs inconduites et leurs magouilles et qui ne plaisante pas avec ses opposants d'opérette dans ces démocraties de façade. On a vu lors du sabotage de Nord Stream 1 et 2 par les Américains, quel parti de droite ou de gauche, souverainiste ou nationaliste qu'il soit allemand, italien ou français a haussé le ton contre les États-Unis? Aucun. À part un petit parti politique français, l'UPR, qui sera totalement ostracisé et exclu de la scène médiatique française. Et quel journaliste ou quel média officiel européen qui crache à longueur d'année sur le noir et l'arabe a eu le courage de relayer l'enquête du journaliste, Seymour Hersh, pourtant américain, accusant directement les États-Unis du sabotage des gazoducs? Aucun. Par conséquent, le développement du Niger, Mali, Burkina, Maroc, Sénégal, Algérie ou d'un tout autre pays du continent sonnerait le glas de l'immigré africain en Occident, instrumentalisé dans le débat politique comme enjeu électoral. Cet Africain, réduit à fuir le continent à cause du pillage des ressources de son pays par ceux-là même qui le montrent du doigt, avec la bénédiction et la complicité, bien entendu, de certains de leurs dirigeants vendus, totalement indignes et traîtres à leur patrie. Voyez-vous, s'il n'y avait pas trop d'intérêts particuliers et énormément de ressources à exploiter en Afrique, tout le monde aurait quelque chose à y gagner. Et tout le monde, du nord au sud et de l'est à l'ouest, y trouverait son compte. N'est-ce pas ?